Sur le front des incendies, l'été 2016 a démarré fort. En juin, 150 hectares ont brûlé entre Vintabren et Aix-en-Provence. En juillet, les pompiers 13 ont été mobilisés sur une série d'incendies volontaires entre Martigues, en Suesse-la-Redonne et Châteauneuf-les-Martigues. Un camion-citerne s'est d'ailleurs retrouvé piégé dans un vallon où le feu a explosé et 4 sapeurs-pompiers ont été blessés. Le premier week-end d'août, c'est l'alerte rouge. Une tempête de vent secoue les Bouches-du-Rhône et le mercredi 10, le risque d'un incendie majeur est élevé. À 11h29, à Martigues, un premier feu se déclenche, puis d'autres, à Fos-sur-Mer et à Port-Saint-Louis-du-Rhône, dans un secteur où se situent des entreprises à risque industriel. Mais ce n'est pas là, précisément, que va naître le monstre de flammes. En début d'après-midi, alors que les sapeurs-pompiers bataillent à Martigues, Fos-sur-Mer, Port-Saint-Louis-du-Rhône, un autre feu démarre à Rognac. Le temps se fige. Les pompiers 13 savent que selon son lieu de départ, le feu peut monter sur le plateau de Vitrolles. Là où les flammes ont ravagé 2500 hectares de garrigues sur le plateau, c'était en 2004. Cette fois, le feu s'est déclenché en bas de l'autoroute A7, chemin des Tamaris, au pied du plateau. Et c'est une certitude, le feu va partir fort. Il monte par vagues et à une vitesse affolante, observe le capitaine Stéphane Margelly, qui quitte sa caserne de Vitrolles pour filer constater la situation sur le plateau, où déjà, le feu s'élargit. L'officier retrouve sur place des membres de l'Office national des forêts et des comités feux de forêt. Il faut déjà procéder aux premières évacuations et organiser le combat. Un poste de commandement de niveau PC de site est établi sur le plateau de l'Arbois. Il faut sectoriser le chantier, structurer les transmissions. Il faut intégrer les objectifs du commandant des opérations de secours, demander des renforts, gérer les besoins des chefs de secteur, renseigner les autorités. Dans les casernes, on a compris les proportions que peut prendre ce feu. L'adjudant-chef, Jérôme Laruelle, part faire des reconnaissances. Mais il va finalement évacuer des gens malgré les flammes qui barrent le passage et même partir à la recherche d'un homme cerné par le feu dont le fils est venu demander de l'aide. Son père sera retrouvé sain et sauf, sauvé par le trou qu'il a creusé dans la terre et où il a enfoui son visage. Les actions à mener déferlent en cascade. Il faut protéger un centre équestre, défendre des maisons et des entreprises contre les flammes qui explosent. La vitesse de propagation est démente, entre 2000 et 5000 mètres par heure. Le feu progresse par bonds. Ces sautes de feu prennent parfois les sapeurs-pompiers par le revers. Une équipe se positionne en bord de route départementale 9, entre Aix-en-Provence et Vitrolles, mais la température grimpe en 30 secondes. Alors les pompiers essaient d'établir une lance, mais cela ne sert à rien. Il faut se replier et repartir au combat. Dans le ciel, les bombardiers d'eau appuient les centaines de sapeurs-pompiers au sol. 3 Canadair multiplient les norias entre Fos-sur-Mer, Martigues, Rognac et même Istres, où un autre feu se déclare en fin d'après-midi. Mais le principal chantier, c'est bien le feu de Rognac. 2 autres Canadair positionnés d'habitude en Corse arrivent pour se joindre aux rotations. Un Dash et 2 trackers complètent le dispositif dans cette guerre du feu qui éprouve les personnels. Plus de 1500 soldats luttent venus de toute la France. Dans les casernes, les pompiers 13 qui étaient de repos ou en vacances débarquent. Ils grimpent dans les camions et filent joindre leurs forces à la bataille. Partout, le vent balade les braises qui se disséminent dans la forêt et dans les rues de Vitrolles. Elles se posent sur les toits brûlants, prêts à s'embraser. Les habitants tentent de les combattre, souvent avec un tuyau d'arrosage, jetant eux aussi leur force dans la bataille. Le feu se fiche des limites entre les communes. Il atteint bientôt Septême-les-Vallons, les Pennes-Mirabeau et Saint-Victoret. Il faut évacuer des gens, d'autres se confinent. Une famille doit même attendre 3 heures, blottie dans sa cave. Les sapeurs-pompiers arrosent des toitures et il faut aussi faire des reconnaissances dans des maisons vidées à la va-vite. Le colonel Grégory Allione, le patron des sapeurs-pompiers des Bouches-du-Rhône, a pris le commandement des opérations de secours. Il orchestre la partition qui se joue depuis plusieurs heures, car rien n'est laissé au hasard et il faut prendre des décisions stratégiques, notamment des options radicales comme d'attaquer le feu par le feu. Vincent Pastor et le lieutenant Jean-Jacques Pourchier, 2 acteurs clés du feu tactique, s'étaient prépositionnés à la caserne des Pennes-Mirabeau. Après le départ du feu, ils sont partis en reconnaissance sur le plateau de Vitrolles et on leur a signalé des bâtis isolés sur le secteur des Collets Rouges, dans l'axe de propagation de l'incendie. C'est là qu'ils ont rejoint une grande bâtisse, utilisée comme réserve de chasse où se trouvaient encore les occupants, et où le vent a commencé à projeter des brandons incandescents. Après avoir fait évacuer les occupants par la police, les 2 experts du feu tentent d'allumer des feux tactiques en amont de la maison pour la protéger. En vain.
le feu arrive trop vite. L'équipe doit se replier dans la cave de la Bastide en attendant que le feu passe. Puis, le lieutenant Pourchier file au Pen Mirabeau défendre des points sensibles. Vincent Pastor, quant à lui, rejoint le PC où le flanc gauche du feu pose un énorme problème. Là, une piste de 10 mètres de large creusée par des bulldozers et un contre-feu vont sauver la gare TGV de justesse. C'est ici, à l'Arbois, que vient Bernard Cazeneuve, ministre de l'Intérieur. Il décrit une situation très difficile avec des centaines de points à protéger. Au CODIS, le Centre opérationnel départemental d'incendie et de secours, on regarde les images retransmises par l'avion d'aérosurveillance. Le vent charrie les cohortes de Brandon comme autant de bombes prêtes à exploser. Le lieutenant-colonel Jean-Christophe Martini fixe les écrans. Ça va aller mettre le feu partout, se dit-il. Il faut aussi mettre la population en sécurité. À Cabriès et au Pen Mirabeau, on déclenche les plans communaux de sauvegarde et la population est évacuée en suivant les directives des pompiers 13. À Rognac, des habitants sont regroupés dans une salle communale, accueillis par des élus et des associations de sécurité civile. À Vitrolles, le vieux village et plusieurs quartiers menacés par le feu sont vidés de leurs habitants. La police frappe aux portes des entreprises et fait évacuer les salariés en même temps qu'elle bloque les accès à la ville conformément aux directives préfectorales. Plusieurs milliers de personnes trouvent refuge dans des gymnases. Les bailleurs sociaux sont mobilisés et les grandes surfaces acheminent de l'eau et des vivres. Se pose aussi la question de la zone commerciale de plan de campagne. Là encore, les sapeurs-pompiers anticipent. Si le feu arrivait, il faudrait transférer la population de la zone nord à la zone sud. L'incendie se répercute aussi sur le transport routier et aérien. Des vols commerciaux qui devaient atterrir à Marignane sont détournés. Des portions d'autoroutes et de lignes à haute tension sont coupées. Il faut aussi gérer les renforts qui affluent de toute la France. Plusieurs officiers les prennent en charge depuis le point de transit et leur indiquent les cheminements possibles. Les techniciens du SDIS 13 apportent une logistique précieuse. Magasiniers, mécaniciens, conducteurs super lourds composent les équipes d'astreinte et arment le véhicule d'assistance technique pour soutenir les équipes sur le terrain. Un camion frigo est positionné à la caserne de Mimé pour le volet logistique, notamment les rations à distribuer à celles et ceux qui luttent. Le feu, lui, poursuit sa course. Il menace de franchir la crête d'une colline pour atteindre les quartiers nord de Marseille avec ses zones habitées boisées et ses grandes cités très peuplées. Et c'est précisément là que les pompiers 13 vont parvenir à stopper les flammes. L'incendie a perdu en intensité et les soldats du feu vont profiter de ces conditions météo plus favorables avec la baisse des températures et la hausse de l'hygrométrie. Cela coupe l'herbe sous le pied du feu, d'autant que les sapeurs-pompiers ont travaillé sur les flancs de l'incendie et réussi à le rétrécir progressivement pour finalement l'écraser tout en veillant à ne pas se faire piéger par l'arrière. Mais pas question de se reposer sur ses lauriers. La relève de la nuit traite les reprises et les lisières. Le jour se lève dans le bruit des pales et des moteurs des bombardiers d'eau qui ont repris les rotations en appui des centaines de sapeurs-pompiers sur le terrain. La mobilisation n'est pas prête de s'arrêter. 4 jours après ce feu, plus de 400 sapeurs-pompiers poursuivront les actions de noyage. À Vitrolles et au Pen Mirabeau, des paysages lunaires attendent les habitants. Le feu a fait d'énormes dégâts. Un lycée professionnel au Pen Mirabeau, une école élémentaire à Vitrolles et aussi un restaurant et un garage automobile, de même qu'un centre équestre où les chevaux ont été sauvés parce que quelqu'un a défoncé les clôtures pour les libérer. C'était un sapeur-pompier. De nombreuses maisons ont été touchées et plusieurs détruites. Le feu a touché les biens de 380 sinistrés. Le préjudice sera évalué à 63 millions d'euros. Et puis plusieurs personnes ont été brûlées ou intoxiquées. Une enquête judiciaire sera ouverte. Il s'avère que le feu serait parti à Rognac, près d'une maison où des travaux étaient en cours, malgré l'interdiction préfectorale. Les soupçons vont se porter sur un homme suspecté d'avoir négligemment jeté un mégot sur un tas de bois. Ce maçon sera condamné à la peine de 5 ans de prison, dont 4 avec sursis.